Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. 10 candidatures retenues pour la course au fauteuil présidentiel au Tchad. La liste définitive des dossiers validés a été rendue publique ce 3 mars par la Cour suprême. Plusieurs candidats de l'opposition, à l'instar de Saleh Kebzabo, se sont cependant désistés de cette course. Recrudescence des cas de coronavirus au Cameroun. En 2 mois, les autorités sanitaires ont enregistré près de 10 000 nouveaux cas de Covid-19. Une hausse des contaminations qui s'explique notamment par le non-respect des gestes barrières. Et puis le tirage au sort des poules dans le cadre de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le début de la compétition est prévu pour le 10 mars prochain. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, jour de vote en Côte d'Ivoire. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce 6 mars dans le cadre des élections législatives. Plus de 1500 candidats sont en lice pour 255 sièges. Un peu plus de 4 mois après la tenue de l'élection présidentielle, comment s'annonce ce scrutin? Les experts s'accordent sur son aspect marquant. Il aura fallu qu'une décennie s'écoule pour qu'un des grands partis d'opposition, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, prenne part à ce scrutin. Face au parti présidentiel qui détient actuellement la majorité à l'Assemblée nationale avec 167 sièges, le FPI de l'ancien président Laurent Gbagbo a revu sa stratégie. Il s'est allié au Parti démocratique de Côte d'Ivoire sous la plateforme Ensemble pour la démocratie. La participation de ces 2 grands partis d'opposition à ces élections représente pour beaucoup un certain espoir, celui d'un retour à la stabilité politique. Au Tchad, les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain sont désormais connus. La Cour suprême a publié ce 3 mars la liste définitive des dossiers retenus. Sur 17 candidatures, 10 ont été validées. À noter que plusieurs candidats de l'opposition, dont Saleh Kebzabo, ont annoncé le retrait de leur candidature. Plus de précisions dans ce sujet de Corinne Kamzefiem. Les challengers du président tchadien Idriss Déby Itno dans la course au fauteuil présidentiel du 11 avril sont connus. La Cour suprême a publié ce mercredi 3 mars la liste définitive des candidats retenus pour ce scrutin, 10 au total sur les 17 dossiers déposés. Pour certains candidats comme Yaya Dillo ou encore Masra Succès, les dossiers ont été rejetés pour non-conformité du certificat de naissance. Cependant, 3 candidats ont d'ores et déjà annoncé leur retrait du processus électoral. Ces différents retraits remettent en cause la crédibilité du processus électoral. Mais il faut mettre l'accent dessus. La crédibilité se joue aux yeux de l'opinion internationale, aux yeux du peuple tchadien. Mais pour le clan Déby, l'essentiel c'est d'aller aux élections. Et donc, une élection sans les principaux ténors de l'opposition, ça arrange plutôt le président Déby et il n'a pas à se plaindre du retrait ou bien du rejet de la candidature de certains candidats. Saleh Kebzabo de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, dont la candidature a été validée, est catégorique sur sa non-participation. Sur son compte Twitter, il dénonce le non-respect du chronogramme établi par la Commission électorale nationale indépendante. Suite à des violences faites sur des candidats déclarés, il avait déjà affirmé qu'il ne saurait donner caution à la mascarade électorale qui se prépare selon ses propres thèmes. C'est une forfaiture de la Cour car je n'entends pas prendre part à cette mascarade électorale. Comment la Cour peut-elle arrêter la liste avant le 9 mars qui est la date officielle du chronogramme de la CENI? Cette affaire ira loin, même à l'extérieur. Le président sortant Idriss Déby Itno, candidat pour un 6e mandat, devra au final affronter le chef de file de l'opposition, Romadunga Nyalbe Félix, le fédéraliste Brice Baïmon, l'ancien premier ministre Pahimi Padake Albert et la première femme candidate à une élection présidentielle, l'ancienne ministre Lydie Biasemda. L'ingénieur Yombobe Théophile et l'entrepreneur Aladoum Balthazar sont pour leur part novices dans cette expérience. Dans l'actualité également, le Sénégal toujours secoué par des heurts liés à l'arrestation d'Ousmane Sonko le 3 mars pour trouble à l'ordre public. L'opposant dont la garde à vue a été prolongée est entendu pour des accusations de viol et de menaces de mort. Ces accusations déposées à son encontre par une jeune salariée d'un salon de massage à Dakar sont fermement réfutées par le député qui dénonce un complot politique. Une affaire d'envergure qui a provoqué d'importantes tensions dans le pays. En l'espace de
3 jours, les affrontements ont fait au moins 4 morts selon le gouvernement. L'État sénégalais qui s'engage à mettre en place, je cite, tous les moyens nécessaires pour ramener l'ordre. Dans le reste de l'actualité au Bénin, le transfert de Rekia Madougou ce 5 mars à la prison de Missérété. Plus tôt dans la journée, l'opposante était auditionnée pour la seconde fois par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La candidate des démocrates recalée à la présidentielle du 11 avril prochain a été interpellée ce 3 mars à l'issue d'une conférence à Porto Novo. Elle est poursuivie pour association de malfaiteurs et terrorisme. Dans une déclaration publiée le jour suivant, le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, explique que l'opposante a été gravement mise en cause dans une enquête ouverte le 26 février dernier. Il révèle en effet que l'opposante et certains membres de sa formation politique entendaient, je cite, perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. La situation épidémiologique s'aggrave au Cameroun. En 2 mois, les autorités sanitaires ont enregistré près de 10 000 nouveaux cas de coronavirus. Une des raisons de cette recrudescence, le non-respect des gestes barrières. Les explications de Joël Maribalo. En 2 mois, les autorités sanitaires camerounaises ont enregistré près de 10 000 nouveaux cas de Covid-19, passant de 25 738 cas positifs en décembre 2020 à 35 714 cas en février 2021. Cette résurgence du coronavirus est due au relâchement observé au niveau des populations dans la mise en œuvre des mesures barrières. Il y a eu un relâchement visible dans le respect des mesures barrières. Vous voyez, le port de masque n'était plus respecté dans la rue. Les taxis ont commencé à surcharger et on a commencé à organiser des fêtes partout. Sur tous les plans, il y a eu un relâchement visible. Il y a eu également de l'incivisme et le gouvernement a beaucoup toléré. Le gouvernement a laissé la population faire ce qu'elle voulait. On organisait des fêtes partout. C'est tout ce qui a causé cette résurgence. Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé camerounaise, ce relâchement au niveau du respect des mesures barrières a entraîné l'augmentation du taux de contamination chez les jeunes. Le taux d'occupation des lits dans les centres de prise en charge agréés est passé de 5% à 7% en une semaine. Une situation qui s'avère de plus en plus inquiétante au vu de l'apparition de nouveaux variants du virus dans le monde. On voit le gouvernement se déployer sur 2 fronts. Déjà, remobiliser les communautés, leur rappeler la nécessité de respecter les mesures barrières, de porter les masques à tous les niveaux, de continuer à appliquer les gels, à se laver les mains avec de l'eau coulante et du savon, à continuer à respecter la distanciation sociale. Et le deuxième front où on voit le gouvernement s'activer, c'est le front du vaccin. Vous voyez, il y a déjà eu beaucoup de réunions autour des vaccins, le choix nécessaire, quel type de vaccin peut être conservé au Cameroun. Le gouvernement travaille sur ce front. Face à cette flambée de cas, les autorités sanitaires locales ont ouvert de nouveaux centres de dépistage sur l'ensemble du territoire national. En appui à cette initiative, le ministère des Transports laisse envisager la possibilité de restreindre très prochainement les vols en provenance de l'étranger. En rappel, après avoir entamé l'initiative COVAX, le Cameroun va bénéficier d'un don de 200 000 doses de vaccins en provenance de Chine. Le 3 mars, le Rwanda est devenu à son tour bénéficiaire du dispositif COVAX. Dans le cadre de ce mécanisme initié par l'Organisation mondiale de la santé, le pays a reçu 240 000 doses du vaccin AstraZeneca. À cette même date, le Rwanda a également été le premier pays africain à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech avec environ 100 000 doses. Les détails avec notre correspondant fraterne Dakaï Senga. Dans le cadre de l'initiative COVAX, le Rwanda a reçu ce 3 mars 2021 le premier lot de vaccins contre le Covid-19. Il s'agit de 240 000 vaccins fabriqués par AstraZeneca, la firme pharmaceutique britannique, et 109 000 vaccins fabriqués par le groupe américain Pfizer. C'est un premier bac de vaccins qui va nous permettre de pouvoir démarrer la campagne de vaccination en ciblant surtout le personnel de santé à tous les niveaux. Bien sûr, des personnes souffrant des comorbidités avec différentes maladies chroniques que nous pensons protéger avec ces vaccins, et aussi du personnel qui nous assiste dans le cadre de renforcement des mesures de prévention, le personnel qui travaille au niveau des frontières, qui est à risque de contamination de cette maladie.
Selon les autorités rwandaises, la campagne de vaccination contre le Covid-19 débute ce vendredi 5 mars dans tout le pays. Le Rwanda s'attend également à recevoir au moins chaque mois de vaccins pour couvrir 30% de la population d'ici la fin de l'année 2021 et 60% jusqu'en juin 2022. Pour ce qui est de l'innocuité des vaccins, il n'y a pas à s'inquiéter. La sûreté elle est garantie, c'est des vaccins qui ont été approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs agences des médicaments qui ont un mécanisme très rigoureux d'approbation des médicaments. Et donc nous pensons que nous aussi, nous avons revu ce dossier avec notre agence Rwanda FDA et nous pensons que tous les critères requis, ces vaccins les remplissent. Il n'y a pas de raison de pouvoir douter sur l'efficacité, sur l'innocuité. C'est des vaccins qui sont sûrs. La COVAX est une initiative mondiale ayant pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays. L'initiative est chapeautée par des organisations internationales comme l'OMS. 320 535 $, c'est le montant de la subvention accordée par la Banque africaine de développement en faveur de l'intégration du genre dans les opérations financières numériques au sein de la CEDEAO. L'enjeu principal de ce financement, réaliser une analyse pour déterminer les écarts entre les sexes, un projet qui devrait s'étendre sur 3 ans. Lorita Simbo. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a accordé une subvention de 320 000 $ à l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, AMAO, pour l'intégration du genre dans les opérations financières numériques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces fonds permettront, entre autres, de réaliser une analyse des écarts entre les sexes. La question du genre revient avec acuité ces dernières années au sein de la CEDEAO, puisqu'elle limite son potentiel de croissance économique. Cette zone a en effet des réserves de croissance qu'elle pourrait puiser de sa population et particulièrement chez les femmes qui, à l'heure actuelle, pourvoient une partie importante de la main-d'œuvre de la région, mais n'ont pas égal accès à l'éducation, aux opérations financières numériques et aux autres facteurs de production. La subvention de la Banque africaine de développement est sans doute une bonne chose car elle devrait contribuer à atténuer ces inégalités et favoriser un meilleur accès à ce secteur clé de l'économie. Ce projet qui sera exécuté sur 3 ans touchera jusqu'à 350 millions de personnes dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Les fonds proviendront de la Facilité pour l'inclusion financière numérique en Afrique. Pour améliorer l'équité dans ce domaine, il faudra mettre l'accent dans les années à venir sur des mesures visant à accroître l'égalité des sexes dans cette zone. Cela suppose d'investir de manière importante dans l'accès à l'éducation ainsi que la formation de qualité, essentiellement au profit des femmes, pour leur permettre d'acquérir des meilleures compétences dans le domaine du numérique notamment, mais aussi leur assurer un accès équitable aux biens productifs et aux services financiers. Selon le rapport Global Findex de 2017, l'écart dans l'intégration des sexes est de 11% en Afrique, alors que la moyenne mondiale se situe à 9%. Le projet de la BAD va apporter à 35% la participation des femmes aux opérations du marché financier numérique de la CEDEAO. Plus que quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe de la Confédération prévue pour ce 10 mars, les membres de la CAF ont procédé ce 1er mars au tirage au sort des poules. Ils sont au total 4 groupes constitués de 4 équipes chacun. On fait le point avec José Douglas. Et d'abord en groupe A, nous retrouvons les Nigériens d'Enyamba, les Libyens d'Al-Ahli Benghazi, Sétif d'Algérie et les Sud-Africains d'Orlando Pirates. En groupe B, GS Kabylie d'Algérie, les Camerounais de Coton Sport, les Marocains du RSB Berkane et Napsa Stars FC de la Zambie. En groupe C, les Tunisiens du CS Sfaxien, Salitas du Burkina Faso, une seconde équipe tunisienne de l'Étoile du Sahel et Jarraf du Sénégal. Enfin, le groupe D, les Égyptiens de Pyramids, Kana FC de la Zambie, les Marocains du Raja Casablanca et Namungo de la Tanzanie. Nous connaissons les affiches du 10 mars 2021. En groupe A, Enyamba contre Al-Ahli Benghazi et ES Sétif Orlando Pirates. En groupe B, GS Kabylie, Coton Sport et RSB Berkane, Napsa Star FC. En groupe C, CS Sfaxien contre Salitas et Étoile du Sahel, Jarraf. Et en groupe D, Pyramids Kana FC et Raja Casablanca contre Namungo. Certaines équipes dont le championnat est arrêté vont souffrir, d'autres seront plus opérationnelles. Non, ça sera l'avantage aux clubs qui sont le championnat qui est ouvert, qui est régulier, parce que sans compétition, je ne vois pas comment on peut aller si loin. La Confédération africaine qui a désigné l'arbitre international libyen Mouataz Ibrahim pour officier la rencontre GS Kabylie Coton Sport au stade du 1er novembre de Tizi Ouzou
Issa Amsahed et Madji Kamil, 2 autres arbitres libyens, assisteront Mouataz Ibrahim dans sa mission. Abdul Wahid Ouarouidad sera le 4e arbitre. Le coronavirus n'arrange pas les affaires de toutes les équipes engagées dans la compétition. Comme tout à l'heure l'a repris à Marin, ce sont les clubs qui sont les mieux préparés. Donc ça veut dire que ceux qui ont pu jouer, ceux qui ont pu se préparer en amont, qui sont les plus aptes à passer. Et finalement, on va dire, ce corona est venu mettre une fois de plus en lumière toutes les difficultés que le continent regorge sur le plan du sport. Donc les clubs ou les pays les mieux organisés, vous verrez que ces championnats-là auront des équipes qui passeront. A noter que la Zambie, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc seront représentés par 2 équipes. Le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, le Cameroun, le Maroc, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Libye et le Burkina Faso n'auront qu'un seul représentant dans cette Coupe de la Confédération et en phase de groupe. L'actualité sportive, c'est également la victoire de l'athlète britannique Mohamed Farah lors de la première édition du semi-marathon de Djibouti. Il est suivi du Belge Bachir Abdi qui occupe la 2e place et du Djiboutien Moumine Gala qui figure à la 3e place du podium. La compétition baptisée Gateway Africa s'est tenue ce 5 mars dans la capitale en présence du président Ismaël Omar Guelleh. Une compétition organisée conjointement par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ou encore la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.